dans leur fonds. De l'électricité dans l'air à Kaolack, les contractuels de la Sénélec en assemblée générale menacent de paralyser le secteur si leurs doléances ne sont pas satisfaites. Ces derniers réclament des salaires et de meilleures conditions de travail. À Podor, les coupures de courant ont fini de mettre les tailleurs hors de la traite de la Korité. En plus de la paralysie, ces derniers ont aussi perdu leur matériel électroménager dans ces délestages. L'actualité internationale, ce sera avec nos confrères d'Euronews. La page sport sera bien sûr de la partie. Et dans la deuxième partie de cette édition, Nefa Tungay nous présentera le journal de l'économie et la revue de la presse nationale en fin d'édition. Voilà pour le sommaire. Tout de suite, le développement. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce 13h, Assemblée générale des contractuels de la Sénélec. Ils réclament du matériel pour faire face aux nombreux risques liés à leur métier. En conclave à Kaolack, ils demandent des contrats de travail et des bulletins de salaire. Sinon, ils comptent paralyser le travail. La correspondance de Momodou Martarsar. Les contractuels de la Sénélec venus de tous les coins du Sénégal ont tenu une assemblée générale à Kaolack pour dénoncer leurs conditions de travail. Les conditions sont des conditions tellement difficiles, tellement difficiles. On n'a pas d'IPRES, on n'a rien du tout. On n'a rien du tout, rien du tout. Je peux dire on n'a rien du tout. On travaille dans des conditions très difficiles, sans même des barges. On n'a pas de barges, on n'a pas de couverture médicale. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas à la Sénélec et qu'on travaille du lundi au vendredi. 7h30 à 16h30. On n'a pas de congé, il n'y a pas de congé. Un ouvrier qui travaille plus de 10 ans sans congé, c'est à la Sénélec seulement qu'on le voit. Et qui n'a pas de couverture médicale, on n'a rien du tout. On n'a pas de statut. On n'a pas de statut. On nous fait travailler comme ça. Et quand tu dois recevoir ton salaire, il y a une liste d'émargement seulement. Tu émarges, on te donne ton salaire et t'en vas. Pendant plus de 10 ans. D'autres ont fait 15 ans. D'autres ont fait 10 ans. D'autres ont fait 5 ans à la Sénélec. Venus présider la rencontre, les responsables de la synthèse qui comptent porter le combat exigent de l'État du Sénégal des contrats à durée indéterminée pour ses travailleurs. Donc nous exigeons non seulement des contrats à durée indéterminée, mais des rappels de différentiels de salaire, des congés, parce qu'ils n'ont jamais reçu de congés depuis 10 ans, depuis 15 ans. Donc tout ça, c'est des manquements graves, la violation du Code du travail, à son article L45. Donc vraiment, moi je suis fier aujourd'hui, vraiment, d'entamer un nouveau combat pour l'intérêt des travailleurs. Ces contractuels n'excluent pas de bloquer le travail à la Sénélec si l'État du Sénégal continue de faire la sourde oreille face à leurs doléances. Kaolack, Momodou Martarsar pour la radio-télévision Walfadjri. Et nous partons à Podor où les coupures d'électricité ont fini de paralyser en cette période de traite les activités du secteur informel. Depuis un mois, les populations sont victimes d'interruptions de courant pendant toutes les journées. Ces coupures ont également fini de détruire nombre de matériel électrique. Du coup, la rupture du jeûne se fait sans glace. Les détails, c'est avec Aboukana. Dans le département de Podor, les coupures intempestives d'électricité ont fini de porter un coup dur aux populations dont c'est la traite. À quelques jours de la fête de Korité, c'est le calvaire chez les tailleurs. Nous ici, dans l'atelier qui est ici, toutes les machines sont machines de courant. Parce que si la coupure de courant est arrivée, on ne pourra pas travailler. Parce qu'on a basé sur le courant. On demande à la gouvernement de nous aider, de laisser le courant circuler. Parce que nous, on travaille sur le courant. Aussi, on est en période de l'événement du Korité.
Et tous les clients amènent leurs habits pour porter le jour J. Et nous aussi, on veut que le jour J, chaque client porte son habit. C'est pour cela qu'on ne veut pas ces coupures de courant là. ñu ngi naan gouvernement bi daal ma jàppale ñu ndax ñun amul lu événement ci lañ mën a làqar bi suñuy affaire ndax tamit bu courant coupé ñu engagé doxu tamit dañuy sonn xam nga rek jigéen ak xale bu ndaw ñoo yam la joxee si yëpp tamit période mën na laa yem ñoom seen bëgg-bëgg rek lañ xool parce que ñu dimbali ñu quoi ci coupure courant yi ak ministre bu bees bi tamit na ci taxaw na taxaw ci coupure courant yi sonn nañ trop. Toute la journée tu viens dans ton atelier, tu restes tranquille sans faire quelque chose à cause de la coupure du courant. Ça, ce n'est pas bon du tout avec les travailleurs. Et on demande à l'autorité, aussi à maire, à le gouvernement de nous aider à la coupure de ce courant-là. Parce que ça ne nous arrange pas. On est en période de l'événement du Korité. moom liggéey moom daanaka courant bi moom la ñuy liggéey parfois bu coupé bi nekk nii dootoo liggéey sa liggéey bay taxaw il fallait que courant ñëw rek nga mën a liggéey loolu moom dafa bokk si li tànn suñu liggéey te si li ñu yaakaar quoi waaw heure bu courant amul rek moom journée boobu da nga koy daal di perte waaw loolu liggéey dara doo am looy wàccaale loolu gàllankoor la si suñu liggéey waaw. Un malheur ne venant jamais seul, ces populations sont également confrontées à une pénurie d'eau. Pire, au moment de la rupture du jeûne, trouver de la glace relève d'un véritable parcours de combattant. mais xam nga tamit tàngaay bi coupure bi loolu tamit metti na yenn saa yi sax da ngay bëgg am lu sedd doo ko am coupure moo wax dëgg fa yàlla du tailleur yi kese la gaañ. képp ki nga xamante ni yaa ngi liggéey si mbirum courant rek coupure bi da lay déranger quoi bu doon suñu sago nag ñu gën ko wàññi. da ngay wàcc doo bëgg doo am ndox bu sedd doo am problème glace waaw yooyu yëpp si la bokk coupure moom daanaka courant moom bu coupé moom li muy gàllankoor dafa bëri daal waaw dafa bëri. Pour rappel, ces interruptions qui durent toute une journée ont aussi fini de détruire bon nombre de matériel électrogène dans pas mal de foyers où les pères de famille exigent le remboursement des préjudices subis. À Podor Abou Kane pour la télévision Al-Fadjri. Merci à vous, Abou Kane. Litige foncier à la ZAC Mbao. Les coopératives de l'UCAD, de Keur Mbaye Fall et de l'hôpital de Dantec se disputent un terrain depuis 10 ans. La coopérative Le Dantec dit avoir obtenu gain de cause devant, mais éprouve encore des difficultés pour entrer dans ses droits. Les membres de la dite coopérative étaient en assemblée générale. Le reportage de Najib Sagna. Faudrait-il attendre que les gens se tuent pour que l'État intervienne en Mbao? La situation à la ZAC de Mbao entre les coopératives de Dantec, celles de l'UCAD et de Kamb Keur Mbaye Fall qui font face aux spéculateurs fonciers fait peur. Celle de Dantec qui dispose de tous les papiers légalement constitués et qui a gagné le procès contre les autres parties continuent de réclamer justice. Le porte-parole. L'hôpital de Dantec fait face à une situation extrêmement grave du fait que ces braves travailleurs, durant toute leur vie, ont créé leur coopérative et ont acquis des terrains sur ce site à Kamb Keur Mbaye Fall depuis 2003. Malheureusement, au moment où les travailleurs allaient démarrer leur construction, des délinquants, c'est comme ça que je peux les appeler, se sont présentés parce qu'il y avait l'avènement de l'autoroute à péage et le terrain devenait très valeureux. Donc des éléments se sont présentés pour détruire tout ce qui était sur le site, disant que c'est le président Wade qui les a attribué 10 hectares de terre à Niakourab. La justice a été saisie et que le tribunal s'était déplacé sur le site et avait définitivement réglé ce problème en disant que le site appartient à la ville de Pikine, dont le Dantec est attributaire des terrains. Cette coopérative ne comprend toujours pas que malgré les décisions de justice et la présence de la gendarmerie, l'impunité soit de rigueur. Elle accuse même les autorités judiciaires et de la gendarmerie d'être connivence avec les bandits. La coopérative de Dantec réclame encore justice. Nous saisissons constamment la DSCOS qui nous disent qu'ils ont des problèmes parce qu'ils n'ont pas assez d'éléments. Ils n'ont pas, quand ils arrivent sur le site, les gens fuient, il ne faut pas les attraper. Donc c'est ce que dit la DSCOS tout le temps. Mais nous sommes confrontés. Et à un moment donné, même le gouverneur de Dakar a été saisi. Non, on s'est battu légalement. Nous, on est des légalistes. On détient des titres, on détient des papiers, on détient des titres, un titre foncier. On a tout ce que nous devons avoir. Maintenant, le problème, c'est que c'est aux autorités de prendre les responsabilités. Qu'est-ce qui se passe derrière ce site? Nous ne comprenons pas. La situation est très confuse. La coopérative de Dantec est dans ses droits, mais ne parvient pas à accéder aux terres occupées par des spéculateurs fonciers. La justice qui a tranché en faveur de Dantec t'a toujours à mettre en exécution sa décision. Rufisque Naïsanyari, télévision Al-Fadjri.
Najib Sagna, merci. L'actualité politique en bref, Idrissa Seck est élu à la tête du conseil départemental de Thiès avec 73 voix contre 21 pour Abdoumbo de la Paire et 3 voix pour Amadou Tidjane Ba de l'UCS. Nous abordons un autre aspect de l'actualité pour parler de la mangue et du lait naturel, deux produits très aimés par les Sénégalais et qui se retrouvent à gogo sur le marché. Le seul hic, c'est le défaut de lieu de conservation de ces aliments qui se perdent. Le constat, c'est dans ce reportage signé Ramatoulaye Ba. Cette vendeuse de mangue quitte tous les jours Ngekor pour allier Dakar. Elle cherche à écouler ses produits. Malgré cet effort, elle regrette enregistrer des pertes dues aux mauvaises conditions de stockage. Souvent, nous avons de sérieux problèmes pour écouler les mangues. Ce sont des produits qui pourrissent très vite. Nous sommes obligés de les jeter à la poubelle. Impossible de faire recette dans ces conditions. Comme elle, nombreuses sont les vendeuses de mangue qui quittent leur village pour sauver leurs produits. L'absence d'un système efficace de transformation reste un obstacle pour la commercialisation de ces produits locaux. Je dépense plus de 6 000 francs par jour pour le transport. Ce serait plus bénéfique pour nous de disposer de systèmes de transformation au village où nous avons beaucoup plus de mangue. Même difficulté pour les vendeurs de lait naturel qui eux aussi ont du mal à conserver leurs produits. Trop souvent, ils sont obligés de les verser. Nous avons toutes les peines du monde pour conserver le lait. Avec la chaleur, le goût change et nous sommes obligés de le verser, ce qui occasionne des pertes. Autre chose qui handicape la commercialisation de ces produits, la concurrence des produits importés. Il est inadmissible d'importer le produit alors que nous avons du mal à écouler nos marchandises. Normalement, l'État devrait stopper les importations. Le constat est là, la mise en valeur de ces produits fait défaut. L'État est alors interpellé pour favoriser la transformation et la conservation de ces produits afin d'éviter ces pertes estimées à plusieurs millions. Ramatoulaye Ba, merci. Tout de suite, le round-up de l'actualité internationale, c'est avec nos confrères d'Euronews. En Irak, la communauté chrétienne de Mossoul a fui la ville, cédant à l'ultimatum des djihadistes. Elle avait le choix entre fuir avant samedi midi, se convertir à l'islam ou accepter de s'acquitter d'un impôt réservé aux non-musulmans et vivre sous la menace des extrémistes. Les djihadistes de l'État islamique contrôlent le nord-ouest de l'Irak et une partie de la Syrie. Il y a 10 ans, on comptait des dizaines de milliers de chrétiens à Mossoul. Avant l'arrivée des islamistes il y a un mois, il n'était déjà plus que 5000, environ 200 sont restés depuis. Nous faisons appel aux Nations Unies, à la communauté internationale, aux États-Unis et à l'Union européenne pour qu'ils interviennent sur le terrain, pas pour avoir du soutien moral avec des discours et des conférences, affirme ce prêtre de Bagdad. Nous voulons un vrai soutien sur le terrain, une intervention militaire pour résoudre ce problème dont le pays souffre. Nous voulons qu'ils soutiennent les forces syriennes et l'armée. L'exode des derniers chrétiens de Mossoul a commencé dès l'arrivée des djihadistes. Certains se sont installés dans des villages alentours où ils ont de la famille, voire au Kurdistan, comme ici à Al-Kouch. Ceux qui étaient restés à Mossoul sont ceux qui étaient trop vieux ou trop malades pour s'enfuir. Un train réfrigéré pour stocker les corps des victimes. Nous sommes dans l'est de l'Ukraine, à proximité du site où l'avion malaisien s'est écrasé jeudi. Selon les témoins sur place, tous les cadavres ont été récupérés. Un responsable des séparatistes a indiqué que ces corps ont été transférés dans une ville des environs en attendant l'arrivée d'experts internationaux. La zone est contrôlée par des séparatistes qui, depuis 2 jours, s'emploient à limiter l'accès à la scène du drame. Plusieurs pays occidentaux s'en indignent, accusant même les rebelles pro-russes d'avoir déplacé des corps et des débris dans le but de falsifier les preuves. Des morceaux de l'appareil ont été localisés dans un périmètre de plusieurs kilomètres carrés. Des villageois ont d'ailleurs reconnu avoir ramené sur la zone centrale du crash certains débris tombés dans leur propriété.
Les boîtes noires du Boeing malaisien ont apparemment été retrouvées par les séparatistes pro-russes et elles se trouveraient dans leur bastion à Donetsk, dans l'est de l'Ukraine. C'est du moins ce qu'a déclaré ce dimanche un des chefs des insurgés. Je peux vous indiquer que nous avons trouvé aujourd'hui certains équipements de l'avion qui pourraient être ce qu'on appelle les boîtes noires. Ces éléments ont été transportés à Donetsk et se trouvent donc désormais sous notre contrôle. Alexander Borodaï s'est d'ailleurs dit prêt à remettre ces boîtes noires aux experts internationaux. De leur côté, les autorités ukrainiennes ont rendu publique une conversation qu'elles disent avoir interceptée vendredi entre deux rebelles. On y entend un des deux hommes, apparemment un officier, dire que certaines personnes haut placées sont très intéressées par le sort des boîtes noires. Il s'agit de personnes à Moscou. S'ensuit un échange sur l'apparence de ces boîtes noires de couleur orange. L'autre individu dit avoir effectivement trouvé quelque chose qui s'y apparente. Il y a écrit « boîte de navigation satellite » dessus, explique-t-il. Ne le montre à personne, lui dit alors son interlocuteur. Ok, répond l'autre. Qu'y a-t-il dans ces boîtes noires? Des informations qui pourraient permettre de savoir précisément ce qui a causé la chute du Boeing de la Malaysia Airlines, faisant 298 morts. En sport, nous parlons basket avec la Coupe du Sénégal et de 4 pour le Saint-Louis Basket Club qui gagne 4 fois de suite la Coupe du Sénégal et est égal à l'équipe de Bob au palmarès de la dite compétition. Les Saint-Louis pour piéger le Dakar Université Club comme la précédente saison. Ce dimanche, il a fallu aller aux prolongations pour que le Saint-Louis Basket Club arrache sa victoire devant les étudiantes du Duc 63 à 61 paniers. Les deux équipes se donnent un autre rendez-vous samedi prochain pour la finale du titre. Mais après leur victoire, l'entraîneur de Saint-Louis Basket Club, Elhadji Diop, a tenu à féliciter le Duc et ses joueuses. Nous l'écoutons. Aujourd'hui, si on parle de basket sans le Duc, bon, on ne peut pas parler de basket ici au Sénégal. Bon, on les félicite d'abord de leur parcours, parce que ce n'est pas évident. Ils n'ont pas eu de défaite. C'est le premier défaite de la saison. Bon, il le fallait aujourd'hui, parce que nous aussi, on en voulait de cette coupe-là. Bon, on a beaucoup travaillé, et malgré les blessures, malgré l'absence de destin, cette année, beaucoup de gens ne croyaient pas au Saint-Louis Basket Club. Mais, comme je dis toujours, le Saint-Louis Basket Club, c'est un grand club, formateur d'abord, où il n'y a que des jeunes qui sont là-bas, et il y a des gens qui travaillent jour et nuit. Et là, je veux citer à Sassen, les Niagalo, les Warablo, les Ablaïnia et autres. Parce qu'aujourd'hui, si tout cela est possible, c'est grâce à eux. Parce que c'est eux qui fournissent le vrai travail, c'est eux qui le fournissent. Bon, maintenant, félicitez encore mes joueurs, félicitez encore les dirigeants de Saint-Louis Basket Club, qui ne ménagent aucun effort, malgré les difficultés que rencontre le club, pour mettre les joueurs dans de bonnes conditions. L'entraîneur de Saint-Louis Basket Club, Elhadji Diop, qui s'exprimait au micro de Gorgui Samba Ndiaye et qui met également fin à la première partie. Nous passons à la deuxième partie pour retrouver Ndeye Fatou Ndiaye. C'est dans le journal de l'économie. Bienvenue à toutes et à tous dans le magazine de l'économie. Tout d'abord, sachez que d'après l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, le produit intérieur brut du Sénégal a progressé de 2,1% au premier trimestre de 2014. Ceci, on le doit aux bonnes performances des secteurs primaires, secondaires et tertiaires. Pour la suite du journal, il sera beaucoup question d'évoquer le travail abattu par des femmes dans quelques coins et recoins du pays. Tout d'abord, cap sur la région de Kaolack, où les femmes du monde rural qui s'activent dans la transformation des produits céréaliers déclinent au nouveau ministre de la Femme sa feuille de route. Ceci pour exiger davantage des financements, nous dit Mamadou Makhtar. Des financements, c'est ce que réclament des femmes du département de Kaolack qui s'activent dans la transformation céréalière. Cela après avoir suivi une formation avec la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Kaolack. On est là pour suivre la formation de céréales locales
Nous les femmes, vraiment, nous sommes très fatiguées. Et on demande d'appui de Madame Marie Sarr, vraiment, pour qu'elle nous aide, qu'elle nous finance. On demande au ministre de la Femme de réagir, parce que nous avons des problèmes de commercialisation avec des produits. Oui, nous avons toujours des problèmes pour vendre notre produit dans les marchés. Mais grâce à la Chambre de commerce, nous a aidés pour faire des formations avec les céréales et ce que nous cultivons toujours dans le monde rural. Nous demandons aide au ministre de la Femme pour nous faire financer. Nous sommes très fatigués dans le monde rural parce que les femmes souffrent toujours des problèmes pour avoir subvenir leurs besoins et aussi pour vendre leurs produits aussi dans les marchés. Nous, les femmes du monde rural, à chaque fois nous rencontrons d'énormes difficultés. C'est la raison pour laquelle nous demandons à notre ministre de tutelle de nous octroyer des financements pour qu'on puisse lutter contre la pauvreté. Les femmes du monde rural souffrent terriblement. On a d'énormes difficultés pour écouler nos produits. Pour ñu suqali jigéen ñi nag ba nga xam ne jigéen ñi dinañ mën a jàppale góor ñi ba kenn dootul ku tëddati nelaw. Ces femmes, ici de toutes les localités du département de Kaolack, n'acceptent plus d'être la vache laitière des commerçants en vendant leurs produits bruts. Elles comptent s'investir dans la transformation pour mieux lutter contre la pauvreté. Encore des femmes, mais cette fois-ci du côté de la région de Thiès. Pour formaliser leur secteur, les femmes actrices de développement de la localité optent pour la transformation des associations de femmes en petites et moyennes entreprises d'ici 5 ans. Ceci dans le but de se départir du système des microfinances. Ramatoulaye Sarr explique. Amener les femmes à se départir du système des microfinances qui les plonge dans une pauvreté permanente, les aider à pouvoir mener leurs activités sans être dépendantes de ces institutions financières, c'est l'objectif visé par certaines évoluant dans le secteur informel et autres associations à Thiès. Pour Dame Sall, président de la structure Femmes du Sénégal, il est temps de mettre un terme à cette situation qui ne pèse aucunement sur la balance économique du pays. Ce n'est pas efficace. Ce n'est pas aussi rentable pour l'économie du Sénégal. La collaboration des femmes avec les institutions de microfinance, à mon avis, ce n'est pas une très bonne collaboration. Donc notre objectif, c'est de faire en sorte que dans les 5 ans, que toutes ces associations de femmes soient transformées en de petites et moyennes entreprises de développement et que ces entreprises puissent être très efficaces à la production nationale et au Made in Sénégal. Ce n'est pas lutter contre la pauvreté, mais instaurer la pauvreté. Parce qu'avant, les femmes étaient propriétaires de troupeaux, avaient des chiennes en or, avaient des habits de valeur. Maintenant, si vous faites le tour de ces femmes-là, vous n'allez pas y trouver des biens qui peuvent vraiment prendre en charge les problèmes de ces femmes-là. Tout a été bazardé. Pourquoi? C'est pour pouvoir rembourser ces prêts. Moi, je ne crois pas à ces prêts-là. Il faut que les femmes s'organisent pour accéder à ces petites et moyennes entreprises. À la question de savoir si leur secteur est pris en compte par l'État, Jeanne Diatara se veut sans équivoque. Le secteur informel, non. On n'est pas pris en compte. Normalement, ceux qui sont dans le secteur informel devaient avoir, ne serait-ce que des structures pour sauvegarder leur revenu. Avoir des retombées qui puissent les gérer quand ils seront âgés. C'est-à-dire, en quelque sorte, comme ceux qui sont à la retraite. Maintenant, arriver à ce stade, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Parce qu'ils ne peuvent plus s'activer dans les domaines qu'ils ont visés. Donc, s'ils ne sont pas vraiment pris en compte quelque part pour se prendre en charge et gérer la famille, il y a problème. C'est des femmes qui ont déjà la capacité de pouvoir faire quelque chose. Il faudrait maintenant faire en sorte que de grandes institutions financières puissent en tout cas mettre à leur disposition les moyens conséquents qui permettent à ces femmes-là en tout cas de participer à la production nationale. Provenant de différentes localités du pays, ces 2210 femmes leaders comptent, disent-elles, s'appuyer sur leur structure pour une meilleure prise en charge de leurs activités, mais surtout arriver à former des petites et moyennes entreprises. C'est fini pour le magazine de l'économie de cette semaine. Merci aux équipes techniques qui nous ont accompagnés. Mam Sidi Diop à la régie, Junior Cham au montage. Excellente semaine et à la semaine prochaine, Inch'Allah.
Merci Ndeye Fatou Ndiaye. Nous restons avec vous. C'est pour le dernier virage de ce 13h, le survol de l'actualité de nos journaux. Bienvenue à toutes et à tous. Les magistrats en flagrant délit de racket accusent Walfadjri Quotidien ce matin à préciser que ce n'est pas mon confrère Pape Ndiaye qui hausse le ton, mais ce sont plutôt les greffiers qui accusent les magistrats de racketter des justiciables dans les colonnes du journal. En détail, des chefs de juridiction réclament aux justiciables de manière indue entre 2000 et 3000 francs CFA pour un acte dans le cadre des audiences foraines. Donc les greffiers dénoncent des juges, déduit le journal Le Quotidien. Ça chauffe chez Dame Justice, signale ainsi Le Populaire, non sans préciser que le Sud-Just de racketter et d'extorsion de fonds. Et pour réplique, le président de l'Union des magistrats du Sénégal s'explique et dit ce qui fait mal au Sud-Just dans le journal. Plus sévère dans l'accusation, le Sud-Just dénonce des magistrats voleurs à la une de la tribune. À notre niveau, on s'en tient à cela pour en venir aux hommes aux épaules étoilées qui défraient la chronique. Je veux nommer les gendarmes. D'après le journal Enquête, le colonel Aziz Ndaw, auteur du brûlot sur la gendarmerie, a été rappelé à Dakar. Partant, le Canard voit que Ndaw fait face à la machine d'État. Pour donner le ton, Direct Info nous parle d'un conclave de généraux entre Pathé Seck, Mamadou Diop, François Gomis et Mamadou Gueye Faye. Selon mes confrères, ces hommes au galon se sont concertés sur l'affaire de la gendarmerie. À en croire une source interrogée par Enquête, pour faire la lumière sur cette affaire, il faudra auditer 3 chefs de cabinet du général Fall, devenus riches comme Crésus, en plus fouiner chez les patrons du centre administratif, technique et financier du mutuel de la gendarmerie. Pour cause, chaque gendarme cotise à la source 3500 francs dans la mutuelle, mais à la retraite, il ne perçoit que 500 000 francs CFA. Sur un autre point, le journal Le Quotidien nous liste les hauts faits d'un général, faisant référence à Abdoulaye Fall et ses rapports avec la rébellion casamançaise. À ce propos, dans Sud Quotidien, Jean-Marie François Biagui et Kabia enfoncent le général Fall à travers un témoignage pour le présent et la postérité, un hommage et un plaidoyer en faveur du soldat Abdoulaye Aziz Ndaw. Le président du MFDC dévoile les manœuvres du général, et il n'est pas en solo car toujours dans le sud, Moussa Carlos Kabia, sous-officier de la gendarmerie, enfonce aussi le général Abdoulaye Fall. Ce dernier, en l'occurrence le général Fall, soutient à la une de Libération. Le mal est déjà fait, raison pour laquelle il renonce à porter plainte contre le colonel Aziz Ndaw, même si la gendarmerie est secouée par ces révélations. Pour autant, Libération nous informe que le haut commandement décide de déclencher une procédure disciplinaire. Et au constat du branle-bas qui accable au sommet de l'État, le quotidien Réumi note qu'après Keïta, Ndaw désarme les renseignements généraux sur les enseignements tirés du brûlot écrit par le colonel Aziz Ndaw. L'observateur retient, je cite, Yaya Jammeh était mon planton et il était indiscipliné et discourtois, a notamment indiqué l'officier supérieur de la gendarmerie. Pour sa part, Walfadjri Quotidien, sur sa fiche de lecture, s'intéresse au passage où le colonel nous présente le palais de la République, ses coulisses et ses cafards. Dans ce qu'il convient d'appeler gaieté et intrigue du palais, on nous fait savoir pourquoi Viviane Wade en voulait à la garde rouge. À cela s'y ajoute comment les calots bleus ont été intégrés dans les forces de sécurité. En clair, l'intégration de Lamine Faye et compagnie n'aura pas été qu'une promenade de santé pour Maître Wade, explique Walfadjri. Autre aspect de l'actualité, la tribune nous rapporte que Cheikh Amar se fâche contre You et veut le contrôle de GFM. La raison, l'homme d'affaires fustige un manque de considération caractérisé et l'ingratitude dont fait montre Youssou Ndour. Mieux, Cheikh Amar du groupe menace de récupérer ses dividendes pour des œuvres sociales. Dans Walfadjri Quotidien, c'est le beau-père de Macky qui boude et menace, c'est-à-dire sa candidature écartée au conseil départemental de Rufisque. Omer Seck boude la réunion et menace ses camarades de parti, raconte mon confrère Najib Sagna. Sport, le stade Léopold Sédar Senghor livré le 30 août, annonce Stade Quotidien. Donc du 15 août, on passe au 30 août, fait remarquer le journal qui parle de nuages qui planent sur le match Sénégal-Égypte du 5 septembre prochain. Attention, de danger le menace, titre Wasport lançant l'alerte sur le cas de Papi Cissé, l'actuel pensionnaire de Newcastle. Lutte, Sunu Lamb revient sur la saison 2013-2014 de A à Z, bien sûr, avec images à l'appui. Bonne lecture.
Bonne lecture et merci les Fatungay. C'est avec vous que prend fin cette édition. Heureuse de vous l'avoir présentée. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagnée, également à Ousmane Sen pour la réalisation. Merci à vous pour votre attention, votre fidélité, notre fierté. Paix et amour dans vos cœurs et dans vos maisons. Je vous retrouve demain, 6h du matin. Mais d'ici là, l'information continue sur Wolf TV. À 14h, Célina Omarba vous présentera les informations en Wolof. Bon après-midi et excellente suite des programmes avec Wolf TV.